Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 52 sur neutre, le Social Index à fond sur Up, les ordres de marché ce matin, 9h que j'enregistre l'émission, sur une certaine neutralité. Globalement, on est toujours coincé dans ce petit range ici avec l'envie en tout cas de pas trop deep. Hier, il y a eu la rencontre FOMC. Personnellement, j'allais me coucher avant à cause du décalage horaire. Ça m'intéressait pas trop de regarder ces mecs raconter. J'ai fait un petit peu le bilan ce matin. C'était incroyablement bearish. En tout cas, le ton utilisé, en tout cas ce qu'ils ont dit, globalement, c'était bon, on va arrêter d'acheter, on va commencer à vendre. Et puis l'inflation c'est pas bien. Et puis on va augmenter les taux d'intérêt. Il faudrait peut-être s'y mettre. Bon, ça reste du blabla qui n'a pas eu d'impact sur les marchés, étonnamment. Hier. Juste petite volatilité de rien du tout. Bon, le ton était bearish, mais a priori les marchés n'ont pas été surpris par ça. Au niveau du crypto total des ALT, pareil, on est sur un gros point pivot autour de 1115 milliards. On l'avait bien identifié au préalable. On a désormais cette fameuse EMA21 qui nous fait barrage à 1195 précisément, pour ne pas dire 1200 milliards. Donc Ether toujours en train de consolider sous sa ligne de coup de son potentiel épaule-tête-épaule inversé. Tant qu'on break pas, il n'y a aucune direction. Et c'est exactement comme le Bitcoin dans le sens où si on perd les 2800, c'est bearish. Et donc là, ça annonce un retracement et un retour dans la zone de rechargement entre les 2500 et 2400. Et donc les altcoins vont saigner un petit peu. En revanche, si on breakout au nord, environ les 3284 $. Ici, c'est continuation haussière, breakout de la ligne de coup. Et à ce moment-là, l'épaule-tête-épaule prend forme. Épaule-tête-épaule inversée qui est une structure haussière et donc les objectifs sont un peu plus hauts déjà vers les 3600 et ensuite entre 3008 et du coup 4200 $ environ. Et ça donnera un coup de fouet aux altcoins. Raphaël Bloch, il y a aujourd'hui aux États-Unis autant de propriétaires utilisateurs de crypto que d'utilisateurs en 1995. Donc c'est vrai qu'on entend souvent à tort ou à raison dire que oui, on est un peu early au niveau des cryptos, mais je suis tout à fait d'accord avec le comparatif sur ce qui avait été à l'époque au niveau de la bulle Internet. Donc on pourrait comparer finalement les cryptos avec ces multiples bulles à ce qu'il s'était déroulé justement un peu avant les années 2000 et suite aux années 2000, sauf que là on a une accélération qui est complètement folle et surtout on en est déjà à 3 bulles entre guillemets sur le marché crypto dont le Bitcoin. Donc est-ce que ça va continuer comme ça ad vitam jusqu'à capitaliser suffisamment avant de se poser ou peut-être traverser une période de plénitude ou de marché baissier très long qui durerait plusieurs années? Ensuite, du côté de Bitcoin Archive, on a le Colorado qui accepte Bitcoin pour les paiements des impôts pour cette année. Très intéressant. Et là, on a de plus en plus au niveau de certains États des États-Unis qui mettent ça en place. Miami, New York, on avait quoi d'autre? Il me semble que c'était l'Arizona et on avait aussi la Californie, mais je ne suis pas sûr à vérifier. On avait certains États, là on a le Colorado, qui du coup acceptent pas de payer en Bitcoin de partout, mais pour les impôts. Je trouve ça juste super de pouvoir payer ses impôts en crypto et c'est une super initiative et j'espère que ça arrivera aussi en France. Donc moi j'aime bien utiliser Google Trends sur les 5 dernières années dans tous les pays et je mets Bitcoin ou Byte Bitcoin, c'est assez similaire et on voit que Bitcoin tend encore à casser ses précédents lows. C'est très drôle, même si on n'est que sur la notoriété, on peut en fait analyser des structures de marché, bien évidemment sur la notoriété. Vous voyez que ça suit bien le cours. On a fait un magnifique W annuel sur le Google Trend. Même si c'est que des points de notoriété, les figures marchent partout, même sur les volumes pour le coup. Et on le voit bien que le pump qu'il y a eu en 2021, janvier 2021, était juste foudroyant. Et beaucoup de personnes, partout dans le monde, en fait, se sont empressées à aller chercher du Bitcoin, à essayer de comprendre le Bitcoin. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Non, c'était le bon moment dans les zones de rechargement d'achat long terme. Quand il était à 20 000 $, c'était plus le bon moment d'acheter du Bitcoin, vous y conviendrez. Alors que ça fait une très très belle poussée haussière, bien évidemment. On tend en fait à venir chercher en fait ces précédents lots-là. Bon, on se désintéresse du Bitcoin. Très intéressant de se désintéresser du Bitcoin. Pourquoi? Puisqu'on pose des bottoms. Ça veut dire que personnellement, je suis pas de ceux. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, l'augmentation d'intérêt, c'est déjà pricé. Ah bon? Ok. Comment ils le savent? Tu peux pas le savoir en fait. Tu peux pas le savoir tant que c'est pas arrivé. Maintenant, moi, je suis ok pour partir. Je suis ok pour suivre ce que fait le marché, c'est-à-dire pour suivre ce que fait le marché
au-delà du narratif, ça veut dire que la Fed, elle peut me dire tous les jours que c'est l'apocalypse. Si le prix il monte et si le graphique me dit c'est haussier, ok, c'est pricé. Ça veut dire que les big boys ont décidé, dans le déni le plus total, ça part à la hausse. Pour l'instant, on est dans un no man's land, on est coincé dans ce range, en plein milieu, et la direction n'est pas claire. Donc, avant ça, donc là les mecs, pourquoi je regarde le S&P 500 ? Parce qu'il y a un impact. La Russie, le développement au niveau du minage qui devrait permettre normalement, d'après son gouvernement ou une proposition qui a été faite, de baisser le prix de l'électricité. Donc on va voir par rapport aux mineurs en tant que tels, ils sont en train potentiellement de les draguer un peu. Dans tous les cas, en ce moment, on avait aussi le sujet du Kazakhstan, à voir ce que ça pourrait donner pour la répartition du mining en 2022. Mais la Russie qui n'a décidément pas non plus l'envie de bannir en quoi que ce soit. Ensuite, on a un petit graphique très intéressant là de Vricus qui nous montre un éventuel scénario qu'on pourrait faire. Vous voyez, à chaque fois, il nous repère une divergence ici avec le cours qui monte, le RSI qui descend, et souvent, hop, on monte du côté du cours, descend du côté du RSI, hop, on se mange une baisse, là, on a la même chose, 2 fois. Et ce qui est intéressant, alors avec cet indicateur là, je sais pas lequel c'est, j'ai l'impression que c'est NFP, je sais pas ce que c'est, mais déjà juste le RSI, le Bitcoin, ça peut nous donner une bonne indication de ce qu'on pourrait avoir. Et avec là, il nous privilégie plutôt un scénario avec une trendline qu'on pourrait tenir ici et qu'on pourrait monter, aller chercher juste en dessous de la TH là vers les 0,76 il me semble de Fibo, donc vers les 60 000 $, faire une correction, faire une sorte de divergence au niveau du RSI, donc comme on avait fait RSI qui descend et le cours qui monte. Et du coup, si on a ça, attention en daily, quand on aura le cours qui monte et le RSI qui descend, forcément on sera sur une divergence et du coup le cours risque de se retourner. Ici la Chikou qui est relativement libre. Tenkan qui joue déjà croisé et le nuage pas loin de Twist. On attend quelques jours et on passe de l'autre côté. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais je dirais que commencer à partir du moment où on inverse la tendance au niveau daily Ishimoku, ça fait sens d'avoir un biais beaucoup plus prononcé à la hausse. Voilà. Voilà, la dernière fois que c'est arrivé, vous avez vu, ça n'a pas eu lieu sans dip, mais c'était significatif. On pourrait regarder par le passé des endroits où on a fait ce Kumo Breakout. Voilà, il y a eu dip, mais à la hausse. Ici, ça ressemble un peu ici, vous voyez. On est un petit peu, si ça passe pas du premier coup, la deuxième sortie du nuage pourrait être la bonne. Ici, significatif. Coins.fr qui mettait en avant que Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett himself, a investi $1 milliard supplémentaires dans la néobanque crypto-friendly Nubank. Ensuite, rapidement les news, donc moi c'est avec JP Morgan qui devient la première banque à rejoindre la métaverse Decentraland Mana. Encore une fois, Mana là qui charbonne avec tous les gens qui rentrent dessus, c'est assez fou. Mana, Decentraland et aussi Sandbox avec le Sen. Je sais pas si ces deux cryptos vont pouvoir rester à long terme, mais ce que je trouve fou avec Decentraland, c'est que en fait j'ai vu son explosion. C'est-à-dire que Decentraland Mana, il était là depuis longtemps. Moi ça fait des années que je le vois, des années je me dis cette crypto elle est morte, même je me souviens on l'avait mis dans la tier list de début 2021 et elle était très loin d'avoir la capitalisation qu'elle a aujourd'hui. Et en fait juste avec les métaverses, juste avec le fait que Facebook s'est renommé en méta, hop ça a explosé. Et ça c'est fou de voir des projets comme ça qui sont là depuis longtemps, que tu vois tout le temps mais que tu t'y prêtes pas attention, et en fait juste le jour où tu as la hype du projet qui dans ce domaine explose, et bah du coup ton projet explose aussi. La bourse de New York qui prévoit de lancer une plateforme d'échange de crypto-monnaies et de NFT, le NYSE, vient en effet de déposer une demande de brevet, laquelle révèle aussi l'intérêt de la bourse new-yorkaise pour le métaverse, et c'était Cryptost qui mettait ça en avant. Avec L'Oréal qui se lance dans les NFT et les métavers, donc L'Oréal, le géant de l'univers cosmétique, qui a énormément de marques différentes. Et là, ils viennent de déposer plus de 10 marques différentes dans le monde des NFT et des métaverses. La conclusion de tout ça, parce que, oh ben dis donc, c'est compliqué, ça monte ou ça descend, Fanta. Tu peux la jouer stupide et puis prendre ta décision, hein, t'as pas besoin de mon avis après tout. Notre job, c'est d'évaluer le risque. Et évaluer le risque, c'est de considérer le maximum de paramètres qui vont jouer pour ou contre ta faveur en termes de probabilité. La probabilité pour le Bitcoin est à la hausse, mais avec des turbulences. Voilà, la tendance passe haussière, ok, ça peut impliquer des turbulences. Les turbulences, c'est quoi? C'est des mèches
c'est des vilains moves. J'ai envie de dire que on pourrait très bien se dire, ok, c'est bien de se mettre maintenant dans le Bitcoin parce que tendance, pas all-in, hein. On considère bien la condition macroéconomique, la condition géopolitique. Et toi, tu es bif ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.